Merci. Feu Cheikh Abdoulaye Dièye, Dieu ait pitié de son âme, qui était leader politique, qui était aussi un fait bon paysagiste, a utilisé pendant une campagne électorale dont je me souviens très bien le concept de macrocéphalie. En termes très simples, c'est une grosse tête et le reste du corps est très fragile et très maigre. Ça, c'est un grand défi de Dakar, le fait d'être un centre avec une forte concentration des opportunités économiques, une forte concentration de la population du Sénégal, une forte concentration des centres de décision au détriment du reste du territoire national. Alors ça me semble être, mais ça ce n'est pas enfin un défi de Dakar, c'est un défi du Sénégal. La correction des disparités régionales est le préalable absolu pour résoudre ce problème de macrocéphalie. Un deuxième défi, c'est la croissance galopante de l'économie informelle. Et là, je ne porte pas de jugement de valeur par rapport à l'économie informelle, qui nourrit beaucoup de familles. Mais l'économie informelle, je crois, a aussi, disons, le revers de la médaille, c'est ce que j'appelle l'économie de survie, avec des installations un peu partout, qu'on ne contrôle pas et qui entraînent bien entendu enfin, énormément de problèmes par rapport à la gestion de l'espace et par rapport à l'environnement urbain. Regardez un peu la forte cohabitation enfin, entre certains marchés et voilà, enfin, certains quartiers enfin, résidentiels. Ça pose un problème sérieux, je crois, de qualité de la vie. Parce que ça implique souvent ou bien engendre différentes formes de nuisances sonores et ça pose bien entendu des problèmes. Donc la croissance galopante de l'économie informelle avec son corollaire, le développement d'une économie de survie sur laquelle on n'a pas un contrôle et qui a bien entendu un impact sur l'occupation de l'espace est un grand défi. Et ce sont des bombes sociales à retardement. Le troisième défi, c'est l'insalubrité rampante, au sens très large. Les canaux d'évacuation, les exutoires d'eau usée et dans certaines zones, des usines enfin, qu'on construit sans avoir vérifié au préalable si ça répond aux normes. Et je crois que ça, cette dégradation de l'environnement est liée à et ajoutée à ce que j'appelle enfin l'insalubrité rampante, pose de sérieux problèmes de qualité de la vie. Et il est temps, je crois, de tirer sur une sonnette d'alarme pour qu'on se départisse de cette idée qui consiste à dire mais chacun doit gagner son pain, bien entendu, mais dans quel environnement? Et si ça continue comme ça, je crois que le retour de bâton ne tardera pas à venir. D'accord. Quelle est votre vision du développement durable? Ou, disons, quelle définition donneriez-vous à une ville durable? Alors, je voudrais prendre enfin un certain nombre de précautions. Et la première, c'est de dire que je ne suis pas spécialiste de la question, mais plutôt un observateur, mais un observateur averti. J'ai eu à travailler beaucoup enfin, sur les questions d'urbanisation. Bon, ma première expérience professionnelle, et la plus longue d'ailleurs, pendant une dizaine d'années, c'était dans le secteur urbain. Donc, je donne un point de vue par rapport à un certain nombre de facteurs qui me semblent extrêmement importants. À mon avis, il ne faut pas simplifier les choses en disant que alors, durabilité, ça suppose économiquement viable, écologiquement soutenable et socialement équitable. Bien,
c'est une très bonne définition. Mais il y a un certain nombre de préalables qui me semblent importants. Et le premier, c'est la question de la vision politique. Le leadership. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau des décideurs en fait de la nécessité de trouver des équilibres entre le développement économique, l'équité sociale et la sauvegarde de l'environnement? Je crois que tant qu'il n'y a pas une forte appropriation de cela par enfin, ceux qui nous dirigent, ça va poser un certain nombre de problèmes. Et celui qui est élu et qui dit que, écoutez, je suis là pour 4 ans et mon prochain souci, c'est d'être reconduit, en général, se soucie peu de ces questions qui nécessitent des solutions à long terme. Le deuxième facteur qui me semble important, c'est la question de la planification et de la budgétisation. Il faut une planification cohérente, il faut se donner aussi les ressources, les moyens pour concrétiser ce concept de ville durable. Et au centre, je trouve tout ce qui est partenariat et redevabilité. La ville ne peut être gérée que par un leadership collectif. Il y a beaucoup d'acteurs, les intérêts divergent, il faut rechercher des consensus. Et cette recherche de consensus suppose enfin partenariat et redevabilité. Ça veut dire qu'au-delà de la définition, il faut convoquer l'action concrète. Qu'est-ce qui doit se faire? Et je crois que les partenariats multi-acteurs, le principe de redevabilité, de rendre compte par rapport à ce qu'on fait. Et ce n'est pas seulement les pollueurs, mais les décideurs politiques, mais aussi les organisations de la société civile. Et tous ceux qui prétendent, au nom de la pauvreté, qu'ils ont droit à avoir des comportements qui vont à l'encontre de la salubrité, à eux aussi s'impose le principe de redevabilité. Autour de l'écologie sur le plan programmatique. Et je précise, il ne s'agit pas de dire tout le monde devient écolo ou bien tout le monde adhère à un parti vert ou bien on doit avoir une majorité verte. Le consensus programmatique consiste à avoir une vision commune, une vision partagée, mais une vision pratique du développement durable. Mais chacun maintenant, selon qu'il se dit, il est plutôt secteur privé, il est plutôt libéral ou il est plutôt socialiste, se pose la question de savoir quelles sont les voies et moyens pour y apporter ma contribution. Et ce consensus fort autour de l'écologie devrait, à mon avis, transcender les idéologies. Je crois qu'il n'y a pas 1000 façons de résoudre le problème de l'accès à l'eau ou de prévenir les populations des pollutions et des nuisances. Il n'y a pas une façon libérale, socialiste ou écologique. Ce sont des problèmes qui se posent, qui concernent les êtres humains et il faut réfléchir ensemble sur les voies et moyens de les résoudre. Et la participation citoyenne, mais une participation citoyenne qui doit être une participation professionnelle. Il ne s'agit pas de dire on a consulté tout le monde, donc ça a été participatif, mais vraiment une participation de qualité qui consiste aussi à renvoyer la balle de temps en temps aux citoyens et à leur dire à vous de jouer. Et par rapport à ça, nous avons enfin un certain nombre de leçons que nous pouvons tirer de la crise sanitaire. Le système sanitaire a montré ses limites et il y a beaucoup de choses qui pouvaient être faites en termes de prévention, mais c'était des questions de comportement des individus. Et je crois qu'il faut prendre enfin la citoyenneté pas comme... On ne peut pas réduire la citoyenneté au contrôle citoyen, mais la participation en termes de prise de responsabilité, en termes aussi de partage enfin de la vision commune et identification d'une marge de manœuvre qui me permet de dire, moi citoyen, je peux quand même apporter telle et telle contribution. Et je pense parfois nous sommes un peu éloignés de ça et le système de leadership politique ne tend pas à promouvoir une telle citoyenneté.
faut maintenir le citoyen par le bas pour en faire un électeur redevable, parce qu'il a reçu des prébendes. Et c'est diamétralement opposé à la citoyenneté quand on parle enfin de durabilité, surtout quand on parle de développement urbain durable. Le préalable absolu, c'est la dépolitisation de la gestion de la capitale. Alors, si mes souvenirs sont exacts, à chaque élection, il y a toujours une bataille autour de Dakar par rapport à ce que cela représente en termes d'électorat. Et certaines crises politiques récentes sont essentiellement liées à la question, mais qui doit contrôler Dakar. Parce que celui qui contrôle Dakar, c'est comme s'il avait enfin un temps plein enfin, par rapport à autre chose. Et je crois qu'il faut essayer d'instrumentaliser la ville et éviter de la réduire à un espace qui a beaucoup d'habitants, donc potentiellement beaucoup d'électeurs. Parce que là, on n'est plus sur le champ de développement, on est dans une logique d'installation ou de maintien au pouvoir. Ça me semble être enfin un préalable absolu. Alors, une priorité, c'est voir aussi les relations entre Dakar et l'arrière-pays et les autres villes. Alors, pour reprendre comme enfin schéma le corps humain avec une grosse tête, si la tête enfin commence à être vraiment malade, il ne faut pas guérir la tête seulement, mais il faut avoir aussi enfin la tête et ses relations avec les autres organes. Et je pense que pour résoudre le problème de Dakar, il faut corriger, il faut avoir une politique soutenue de correction des disparités régionales. Les pôles urbains de Diamniadio, ça va décongestionner. On dit que ça permettra enfin de décongestionner. Mais c'est à 40 km de Dakar et le reste. Je crois qu'il faudrait que parallèlement aux pôles urbains, qu'il y ait des pôles ruraux. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a aucune honte à ça. Des pôles ruraux qui montrent qu'on ne fait pas un développement à 2 vitesses au Sénégal. Et tant que les gens ont l'impression qu'il y a d'une part Dakar qui offre en fait toutes les opportunités et le reste du pays, bon, en fait, il y a une forme de migration tout à fait légale, hein, pour des raisons économiques. Et tant que je crois qu'enfin notre modèle de développement est basé sur ça, ça va poser un certain nombre de problèmes et ça ne va pas en tout cas aider à résoudre le problème de Dakar. Et troisième priorité, par rapport à l'existant. Essayez de voir là où il y a des initiatives, surtout des initiatives enfin, citoyennes, de développement durable, les soutenir et les vulgariser. Et ce n'est pas ce qui manque. Quoi, il faut remettre les habitants au cœur de la ville et leur faire jouer un rôle. Et qu'il y ait aussi un principe de redevabilité. Les conflits récents sur le littoral et tout ce qui s'ensuit, etc., prouvent que la gestion de la ville est très loin d'être en tout cas une gestion partagée. Il faut, je crois, plus de participation citoyenne. Et là où il y a déjà des problèmes, dans les quartiers spontanés, dans certaines niches, essayer d'apporter vraiment les solutions de restructuration. C'était mon premier projet à l'urbanisme, vraiment de restructuration et puis trouver des solutions durables au problème des inondations. Mais au problème des inondations, en intégrant 2 points qui me semblent fondamentaux. Je crois que ce qu'on appelle les zones non édificantes, là où on ne doit pas construire, les gens ne doivent pas enfin s'installer. C'est aussi simple que ça et il faut que l'État soit assez conséquent avec lui-même. Et ça vaut mieux que chaque année,
qu'on dise oui, les inondations, comme si cela nous avait surpris et envisager des solutions ponctuelles qui permettent bien entendu à certaines personnes de s'enrichir en pompant les eaux. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aborder, je crois, la question des inondations du point de vue aménagement de l'espace, mais il faut impliquer davantage les spécialistes de l'hydraulique. Il faut impliquer davantage enfin, les spécialistes de l'hydraulique, ceux qui connaissent la nappe phréatique, où est-ce qu'elle est, etc., ceux qui maîtrisent bien les problèmes de l'eau. Je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais j'ai participé récemment enfin, à une discussion avec un spécialiste enfin, qui pense que il faut réfléchir davantage. Enfin, il appelle ça, je crois, le concept de ville éponge. Il dit que c'est possible. Parce que ça tourne en rond avec le problème des inondations. Et ça renvoie à la deuxième question, quand vous me demandiez, mais qu'est-ce qui doit caractériser une ville durable? Je vous dis que le préalable absolu, c'est le leadership, c'est l'orientation politique. Il faut que l'orientation politique soit axée sur la durabilité. Et si l'orientation politique est axée plutôt sur des solutions conjoncturelles et non sur des solutions durables, on va marquer les pas et ça va être enfin un éternel recommencement. Et je pense aussi qu'enfin une des priorités, c'est de repenser le concept d'équité territoriale. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne comprends pas ce que le système actuel entend par équité territoriale. Je sais qu'il y a enfin un ministère qui est dédié, mais équité territoriale veut dire équité et territoire veut dire territoire. Ce n'est pas une question de distribution de bourses aux gens ou bien les plus pauvres, on leur donne ceci. Ce n'est pas ça l'équité. L'équité territoriale, c'est mettre l'accent sur le fait que les collectivités territoriales sont d'égale dignité, les zones écogéographiques sont d'égale dignité et que chaque zone a peut-être enfin un potentiel qu'on peut exploiter pour développer le pays. Et il y a, comment on appelle ça, enfin, certains pays qui ont pu se développer à partir de zones économiques régionales intégrées. Et ça, c'est de l'équité territoriale. Chacun selon ses potentialités, etc. Mais comme on le conçoit au Sénégal, et ça me semble aussi être une priorité pour Dakar, les disparités, les inégalités, c'est déjà à l'intérieur de Dakar. Et je crois qu'il faut arriver à appliquer des principes d'équité territoriale dans Dakar même. Et bien entendu, il y a deux choses qui me semblent importantes de promouvoir. C'est la participation citoyenne, mais dans une perspective aussi d'écologie citoyenne. Et l'écologie citoyenne au sens large, c'est pas seulement, ouais, c'est tout ce qui concerne enfin la qualité de la vie, en fin de compte. Enfin, combien y a-t-il de maladies qui émergent parce que tout simplement la relation avec l'environnement, avec le cadre de vie, ne fait pas l'objet d'une prise de conscience très forte. Et ça, c'est au niveau des citoyens, ce n'est pas au niveau des décideurs. Alors, prise en compte enfin de la dimension genre, enfin, ou différenciation selon le genre, je parle vraiment d'exemples très concrets. J'étais impressionné quand on a fait le recensement dans un quartier spontané par le nombre de ménages où les chefs de ménage étaient des femmes seules, célibataires, divorcées ou veuves. Mais ça existe. Il faut, je crois, avoir une lecture, comment on appelle ça, enfin, beaucoup plus méticuleuse
des habitants, ça commence par ça. Et ce n'est pas seulement enfin, une question de statistiques pour dire que oui, X% enfin, de femmes chefs de ménage et tout. Je connais enfin une association de femmes chefs de ménage et qui essayent de s'organiser pour améliorer leur cadre de vie. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Toujours quand on parle de différenciation selon le genre. Donc ça veut dire que les hommes et les femmes, mais les personnes âgées, les handicapés, est-ce qu'on prend vraiment enfin assez de précautions pour les prendre en compte? Je crois que l'inclusion sociale est très loin d'être une réalité. Et alors encore une fois, ce sont des phénomènes qui existent, des femmes chefs de ménage, des personnes âgées, les mendiants, les handicapés, mais sont tout ça des habitants de la ville. Et il faut, je crois, qu'il y ait une citoyenneté très forte qui pense aussi à ces catégories de personnes qui vivent parmi nous et qui ne sont pas pris en compte, malheureusement, de manière enfin, efficace et réelle enfin, dans les différentes politiques. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon, on va essayer de... Bon, c'est une petite mise en scène là. Oui, d'accord.